Oui, bonjour. Moi, c'est Julien Druet du CEREMA à Nancy. Donc, je vais vous parler en fait du projet des couches de surface en fait dans le thème 3. Donc, c'était un projet sur l'évaluation de la durée de vie résiduelle des chaussées. En fait, le projet se décompose en deux sous-projets. Il y a un premier sous-projet. Le but, c'est de définir une méthode et puis un outil pour faire cette évaluation. Le deuxième sous-projet, c'est de mettre en œuvre cet outil pour pouvoir essayer de comparer des planches entre elles avec cette méthode. En particulier des planches qui comportent des enrobés tièdes ou avec recyclage d'un grécat enrobé. Pour le premier sous-projet, le premier travail, ça a consisté à un recensement des sites. Il y a un gros travail qui a été fait à ce moment-là parce qu'en fait, on sait qu'il y a forcément il y a des sites, mais il faut les retrouver, et retrouver toute la documentation qui va avec, sachant qu'on cherchait des sites qui avaient plus de 5 ans de mise en œuvre, idéalement plutôt 8, et avec du recyclé ou du tiède. Alors quand on dit recyclé, c'était au moins 30% de recyclé qui était visé. Au final, il a été retenu donc 51 sites, 37 tièdes et 14 avec du recyclé, avec des âges moyens de site de 2008, les âges les plus anciens 2004 et les plus récents 2015. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil? En fait, on s'est dit on va utiliser les dernières technologies qu'on a à notre disposition en termes de sculptation, de relevé de surface. Et donc on est parti sur les capteurs LCMS, entre autres l'Aigle 3D, puisque c'est un outil qu'on a nous au CRMA. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qui est le 3D, outils LCMS, parce qu'on en a parlé ce matin sur les essais croisés. Donc l'idée c'est d'avoir un outil qui en fait nous fait une maquette 3D de la chaussée et duquel on va pouvoir tirer des descripteurs. Alors des descripteurs qui nous intéressent nous c'est plutôt des descripteurs du coup de déformation de surface, à savoir la fissuration, l'arrachement, l'ornirage petit rayon. Et on va mettre de côté justement tout ce qui est plutôt des descripteurs de déformations plus structurelles, tout ce qui est uni, grandes ondes, petites ondes et ornirage grand rayon. Alors la difficulté de développer cette méthode, c'est qu'en fait nous jusqu'à présent on utilisait beaucoup ces LCMS pour l'auscultation du réseau national. Faire 25, plutôt 25 000 km de réseau. Et là, on cherchait plutôt à faire une exploitation un peu plus détaillée sur des planches de quelques centaines de mètres. Donc, c'est pas du tout le même travail. Donc, il a fallu développer toute une méthodologie. On s'est fait un peu la main sur un site un peu test, donc la RD 681 au niveau d'Autun, département de la Saône-et-Loire. Parce qu'on avait sur cette partie-là, on avait beaucoup de données, le gestionnaire était disponible, on avait les mêmes contraintes géologiques et climatiques, et on a pu comme ça un petit peu faire un test sur cette section-là avec différentes couches de revêtement. Alors voilà un petit peu, donc ça c'est pour vous donner un peu des résultats qu'on obtient. En fait, c'est comme on l'a dit ce matin, c'est des déformations sont visibles de façon cartographique et surfacique. Donc on change un petit peu de ce qu'on a eu l'habitude de faire auparavant. Là on peut voir par exemple les fissures, les ornirages, le raveling et la macrotexture et les zones de non-endommagement. Les zones de non-endommagement, c'est la zone évaluée, mesurée, moins les zones avec des fissures et de l'ornirage et de l'arrachement. Ça, en fait, dans le cadre du projet, on va l'exploiter sur la totalité de la planche et refaire des ratios par rapport à toute la surface de la planche et pouvoir refaire des graphes, des moyennes, des valeurs minimes, maxi, qui seront plus facilement lisibles que ces résultats surfaciques. Au final, on avait retenu 4 sites, alors principalement des enrobés BBSG, parce que c'est ce qu'on avait plus classiquement et on voulait retenir à peu près la même famille, sur différents départements, un petit peu dans toute la France. Et à la suite de ça, on a rajouté des sections en BBME, parce qu'il nous manquait un peu de sections,
Et puis une section qui finalement, auquel on n'avait pas pensé au départ et qui est intéressante sur la RN4 dans l'Est de la France. Ah, je vais vous montrer un petit peu plus en détail les résultats sur différents sites. Alors le premier site, c'était une section au sud de Dijon, d'environ 2 km. C'est une section qui était assez sympa parce qu'en fait, elle est assez rectiligne. Parce que quand on a des problèmes de virage, on peut avoir encore d'autres problématiques. Donc elle était pas mal. Et au niveau structure, on était bien. On avait quelque chose d'assez homogène. Parce on verra, je reviendrai un petit peu sur le projet, mais en fait, à un moment donné, on s'attache à la surface, mais il y a des dégradations de surface qui proviennent de dégradations structurelles. Il faut essayer de faire la part des choses, et ça, c'est toujours quelque chose d'un petit peu difficile. Donc là, sur cette planche-là, on avait un trafic relativement peu important, 182 poids lourds par jour. Et on avait trois planches, une planche témoin avec 10% d'agrégat d'enrobé, une planche à 40% d'agrégat d'enrobé avec un liant spécifique Regefalt et une autre planche un peu du même type avec un liant spécifique Regemac. Et de chaque côté, on avait des planches plus anciennes qui sont intéressantes aussi parce qu'on verra. Et ça datait de 2011 et le passage avec le 3D a été fait en 2021 les matériaux avaient 10 ans. Donc quand on a dépouillé les données, la première chose on a regardé les données, on a vu en fait visuellement c'était vraiment intéressant parce qu'en fait on voyait vraiment la ligne de démarcation, on voit la différence de fissure entre les deux planches. Alors à gauche c'était la planche plus ancienne en fait, donc c'est pour ça qu'on a une densité de fissuration beaucoup plus élevée. Voilà, donc ça c'était, on s'est dit tiens au niveau de la fissure ça parle, c'est parlant. Ensuite, quand on a regardé par rapport aux des planches des travaux, on a eu un petit souci parce qu'en fait, le début de la planche, il était là et moi, je voyais plutôt qu'il était ici. Donc, je me suis dit, il y a un petit souci. Et du coup, on est allé sur le terrain, on a vu avec le gestionnaire, il nous a marqué les planches et quand on a, voilà, je vais vous montrer, c'est la diapo suivante. Il nous a dit, enfin voilà, les planches, on les voit bien visuellement, hein, il n'y a pas de doute quand on est sur le terrain. Et donc on a recalé avec les coordonnées GPS, on a recalé les planches et effectivement la planche elle est bien ici, elle n'est pas là-bas. Donc en fait il y avait une erreur sur les démarcations des planches qui étaient indiquées dans les rapports. Et ça, tant qu'on va pas sur le terrain, on peut pas le savoir. Donc voilà les petites surprises. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a fait ça donc pour toutes les planches, on a tout recalé. Donc je passe assez vite là-dessus. Et ensuite, on a en fait ce que je vous disais tout à l'heure, ces informations surfaciques, on les a un peu synthétisées par planche pour avoir une vision plus par graphique qui est un peu plus parlante en fait. Donc là, c'est le cas du petit RDRH par exemple sur cette section-là. On voit qu'on a en fait ce qu'il faut regarder surtout parce que faut pas trop forcément regarder les min et les max, faut surtout regarder les moyennes parce qu'on peut avoir des petites déviation de mesure. En fait, on voit qu'on est sur des enrayages inférieurs à 2 mm sur les trois planches. Donc très faible en fait, vraiment quasiment négligeable. On a un peu plus sur les deux planches extrêmes qui sont les planches plus anciennes. Donc c'est logique aussi. Bon, on voit que le petit enrayrage ne semble pas être discriminant dans le cas d'autres études. Donc ensuite, on s'est intéressé à la macrotexture, la PMT. Et on constate un petit peu la même chose. On voit que, bon, sur les extrêmes gauche-droite, forcément, on a un petit peu plus de PMT, mais pas tant que ça. Et sur les autres planches, on a des valeurs qui sont assez similaires. Une PMT qui est bonne, puisqu'elle est supérieure à 0,6 mm en moyenne. Et c'est pareil, ça n'a pas l'air très discriminant non plus comme descripteur. Et ensuite, ce qu'on avait vu un peu visuellement se confirme. On voit en fait qu'au niveau de la fissuration, il y a une grosse différence entre chaque planche. Alors il y a évidemment une très grosse différence entre les deux planches extrêmes, puisque ce sont des planches plus anciennes, qui sont fortement fissurées. Mais sur les planches qui datent de la même année, on voit quand même des différences, en fait. Les planches qui ont 10 ans, on voit des différences, en fait, entre les planches témoins à 10% d'agrégat d'enrobé et les deux planches à 40%. On voit qu'il y a quand même une grosse différence. Alors, après, effectivement, il faut relativiser. Il faut dire que
La, la fissuration, malgré tout, elle reste finalement assez faible. Visuellement, on la voit à peine. Et au bout de 10 ans, on peut dire que malgré tout, la couche de surface est encore en service. On voit qu'il n'y a pas une différence énorme entre le Régé Falk et le Régé Mac. Ce qui aurait été intéressant, c'est de comparer sans additifs, mais là, on n'avait pas le cas. On verra, on l'aura sur d'autres sections tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la densité de fissuration d'elle-même, c'est une densité relative. Elle n'a pas de sens en elle-même. Parce qu'en fait, nous, avec l'aigle 3D, les capteurs LCMS, on a des fissures qui sont des objets ponctuels sans surface, des polylignes. Et donc, pour leur donner une surface, on va leur appliquer arbitrairement un tampon. Là, dans le cadre de ce projet, on leur a mis un tampon de 10 cm. Sur le réseau national, on met un tampon de 40 cm. Vous comprenez bien que si on met un tampon de 20 cm de façon totalement arbitraire, on double la densité de fissuration. Donc ce qui compte, c'est plutôt de comparer les densités de fissuration entre elles, plutôt que de prendre la valeur absolue en elle-même. Ensuite, je vais parler assez brièvement du site numéro 2 qu'on a fait. Là, c'était un site dans la Vendée, où en fait, on avait trois planches. En fait, on avait une planche témoin à 20% d'AE, une planche à 40% d'AE avec de l'additif Régefalt et une planche à 40% d'AE sans additif. Alors on voit aussi qu'on a de nouveau quand même une différence de fissuration. Euh, fissuration est plus importante avec 40% d'AE qu'avec 20% d'AE. On voit un gros écart. Malgré tout, la densité de fissuration elle reste assez faible, en dessous de 5%. Euh, voilà, c'est pas. Voilà, malgré tout, la densité reste faible, mais on voit une différence entre les deux quand même. Donc c'est des résultats qui sont assez intéressants. Ensuite, je vais passer assez rapidement sur les sites 3 et 4 parce qu'en fait, sur ces sites-là, on n'avait pas de planche témoin sans recycler, donc on ne pouvait pas faire de comparaison. Donc ça n'avait pas énormément d'intérêt. Et sur le site numéro 4, qui était, enfin le site numéro 5 en fait, dernier site, ce qu'on a pu faire, en fait, donc là on est sur du réseau national, les autres c'était plutôt sur des départementales. On a fort trafic ici, on a 4400 PL par jour. Et on voit, donc là, on a la particularité de ces planches-là, c'est qu'on avait en fait, on a deux planches de tiède et deux planches de chaud. Et à chaque fois, on a du tiède avec recyclage et du chaud avec recyclage. Alors on voit en fait que, bah, pareil, ces densités de fissuration, elles sont inférieures à 4%, donc elles sont assez faibles globalement. Par contre, on voit effectivement que le tiède, il est quand même un peu plus fissuré que le chaud et que le recyclé est un peu plus recyclé, un peu plus fissuré que sans recycler, mais il y a moins de différence finalement qu'avec le tiède. Après, il faut faire un petit peu attention à ces résultats, parce qu'en fait, on n'a qu'un seul site, donc statistiquement, c'est un petit peu faible, forcément, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la deuxième chose, c'est que en fait, sur ce site-là, on a des gros problèmes structurels, des problèmes de gonfle, des bourrelets qui sont apparus sur la route et puis qui ont été fraisés par le gestionnaire et sur lesquels il y a de nouveau eu des fissurations forcément qui sont revenues. Ces phénomènes, ils influent beaucoup par rapport, enfin, ils dépendent beaucoup de la topographie du site, à mon avis. Et les planches, en fait, là, on est dans une montée, comme ça, une grande montée. Et les planches 1 et 2 sont en bas de la montée. Et c'est là où il y a, je pense aussi, le plus d'eau, il y a de la végétation aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a plus de désordre structurel. Donc il y a une partie des fissures. Alors moi j'en ai ôté à la main, j'en ai ôté beaucoup de fissures à la main, j'ai beaucoup ôté tout ce qui était fissures transversales, mais il se peut quand même qu'il y ait des fissures qui soient restées et qui soient plus d'ordre structurel que surface, que de superficiel. C'est toujours un peu la difficulté. Ensuite, là, c'était tout ce qui était avec l'outil Aigle 3D. Ensuite, on s'est dit, bon, dans le cadre du projet, on s'est dit, ça serait intéressant de faire des analyses sur les matériaux, sur les caractéristiques des matériaux, des bitumes, enfin des enrobés et en particulier des bitumes, pour voir comment a vieilli le bitume et est-ce qu'on peut faire des comparaisons entre les différentes planches. Pour ce faire, on a fait divers essais. Alors, on a fait des essais assez classiques pour les gens du métier. Donc des essais, ce qu'on appelle PD-TBA, donc pénétrabilité,
à l'aiguille et puis température Biado. Donc on a fait ces essais sur la Vendée parce que le site nous semblait intéressant. Voilà, et donc sur la Vendée, on a fait ces essais-là avec les trois planches. On retrouve nos trois planches qu'on avait tout à l'heure. Et on voit que la pénétrabilité elle est un peu plus élevée pour celui à 20% d'AE. Donc ça, ce qui est un peu logique parce qu'en fait il est un peu moins dur que les autres. Malgré tout, et pareil pour la température Biano, on est un peu plus faible que les autres. Ce qui veut dire qu'il est un petit peu moins dur. Malgré tout, en fait, il n'y a pas énormément de différence puisqu'on reste en fait dans la même classe finalement dans la même classe de bitume. Dans le cadre de ce projet, on a aussi fait c'est l'IGE a réalisé, l'université Gustave Eiffel a réalisé des essais de désenrobage séquencé. Alors, le principe de l'essai, c'est de faire des désenrobages successifs avec du lixivia, et à chaque fois on recueille de lixivia, on fait des cycles de lixiviation, et on recueille à chaque fois le lixivia, on fait des analyses d'indice carbonyle sur ce lixivia, et ça me permet de voir en fait si on a en fait le bien vieillissement pour chaque couche. Donc si on a en fait le même vieillissement pour chaque couche, ça veut dire que le mélange est homogène, sinon c'est que le mélange est hétérogène. Alors on a fait les mesures et les résultats, voilà, ils sont là en fait. Et donc ce que je vous disais avant, c'est qu'on regarde la pente par exemple. Donc si la pente elle est quasiment nulle, ça veut dire que le mélange est homogène. Donc là c'est le cas quasiment pour les trois échantillons. Et c'est pareil pour la différence, enfin, le BR. Le BR il est relativement proche de 1, ce qui veut dire que globalement les mélanges sont assez homogènes. Donc voilà, c'est les conclusions des essais, c'est un peu ce que je viens de vous dire, mais voilà. Donc dans les trois cas, on voit que la remobilisation d'Ilian, elle est tout à fait correcte. Le mélange est assez homogène. Voilà, même s'il est un peu plus homogène à 20% qu'à 40%, mais globalement, il n'y a pas de grosse différence. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour les essais PDTBA, c'est pareil, on n'a pas des grosses différences. Donc on voit en fait, globalement, on n'a pas des grosses différences au niveau du vieillissement du bitume. Là, c'est une petite synthèse des résultats pour l'ensemble des sites. Voilà, c'est pas forcément lisible et c'est pas forcément le. Je vais pas m'étendre dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le rapport, ça y est aussi parce que ça permet d'avoir un petit peu de tout sur un seul graphique, avec bon, tout en sachant qu'on peut pas comparer les sites entre eux quand même malgré tout, puisqu'on a des conditions climatiques, de sol, etc., qui sont différentes. Donc les conclusions et les perspectives, voilà, donc ce que je vous ai, les conclusions, c'est un peu ce que je vous ai présenté. Au bout d'à peu près 10 ans, on voit qu'en fait, on a les enrobés avec un fort taux d'agrégat d'enrobés sont quand même un peu plus fissurés que les enrobés avec moins d'agrégats ou sans agrégats d'enrobés. Malgré tout, après 8 à 10 ans de service, on voit quand même que la couche de surface est toujours rempli son rôle. Les essais de désenrobage séquencés ont montré qu'il y a une bonne remobilisation du liant. Et enfin, les essais PDTBA ont montré qu'il n'y avait pas de grosses différences au niveau des bitumes entre eux. Alors sur les conclusions de perspective, peut-être un peu sur un petit peu, je veux dire, l'analyse critique de tout ça. Là, j'ai mis un petit peu quelques points de vigilance, on va dire plutôt, sur le projet et les conclusions. Voilà, donc le choix du tampon, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait. Le choix du tampon, il a une grosse influence à un moment donné. Donc il faut en être conscient. Donc voilà. On ne fait pas forcément la distinction entre les fissures transversales et les fissures longitudinales, même si je l'ai faite à la main sur certaines sections, on va dire. Et on n'a pas pris en compte non plus la gravité des fissures, ce qui peut être aussi un biais aussi d'analyse. Du coup, l'idée, ça serait peut-être plutôt par l'avenir de raisonner sur les longueurs de fissures en prenant en compte la largeur, l'écartement de la fissure. Ça doit être faisable avec les outils qu'on a. Comme j'ai dit, la taille de l'échantillon, là on a 5 sites. Sur les 5 sites, il n'y en a que 3 qui sont vraiment exploitables. Donc faire une analyse statistique sur 3 sites, ça reste un petit peu faible. Il faudrait avoir plus d'échantillons. Ça pour étoffer un petit peu les premiers résultats qui sont assez intéressants.
Après, bah, comme j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, en fait, ce qui est difficile à appréhender aussi, c'est l'influence de tous les paramètres qui peuvent intervenir sur le vieillissement de la couche de surface et qui sont qu'on n'aura pas forcément eu en tête en fait. Donc ça peut être les conditions de mise en œuvre, les conditions de fabrication, conditions de météo lors de mise en œuvre, bon, le trafic forcément on y pense évidemment. Il y a aussi tout ce qui est nature du sol, l'assainissement aussi. Voilà, il y a une multitude de paramètres qui peuvent intervenir à un moment donné. Et ça, il faut avoir en conscience, enfin avoir en tête qu'on ne pourra pas toujours être exhaustif là-dedans. Et la dernière chose, c'est en fait, bah, par rapport aux conclusions qui sont faites, c'est d'essayer l'idéal, ça serait d'avoir un bilan complet sur un cycle de vie complet d'une chaussée, pour voir en fait, en se disant, bah, si je mets du recyclé, finalement, bah, je vais peut-être perdre un petit peu en durée de vie de ma chaussée, mais par contre, j'aurai un gain environnemental. Donc au final, sur la totalité de ma vie de ma chaussée, est-ce que je suis gagnant ou pas? L'idée, ça serait de faire une ACV complète pour arriver justement à l'avoir. L'idée, c'est de quantifier en fait ce qu'on n'a jamais fait en fait jusqu'à présent, c'est de quantifier le gain finalement, au final. Voilà, je crois que c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie.